Bien, mais je crois que je ne sais pas si tout le monde, tous les gens qui avaient prévu de venir sont déjà arrivés, mais en tout cas, je pense qu'il est souhaitable que nous commencions. Voilà, donc Michel Duclos nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous pour nous parler de son expérience syrienne et plus spécifiquement de son livre. Donc, M. Duclos a été notre représentant, le représentant de la France auprès des Nations Unies et ambassadeur à Damas de 2006 à 2009. Et présentement, comme disent nos amis québécois, il participe aux travaux de l'Institut Montaigne. Si vous voulez bien, on va prendre une règle du jeu extrêmement simple, qui est que je vais lui poser quelques questions, et puis ensuite, bien évidemment, vous aurez, vous, à compléter par vos propres questions ce qui, à votre avis, n'aura pas été dit, ou des compléments ou des précisions que vous souhaitez obtenir. Voilà. Donc, vous prenez vos fonctions en 2006 à Damas. Le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, et lorsqu'il vous rencontre, il vous dit quelque chose qui va, on pourrait dire, vous mettre tout de suite dans l'ambiance, puisqu'il vous déclare « Vous allez nous représenter auprès d'un régime de tueurs et d'assassins. Il ne faut toutefois pas se faire d'illusions. Nous serons contraints un jour ou l'autre de rétablir les relations avec ce régime. Votre mission est de commencer à renouer les fils. » Voilà. Vous vous souvenez que Jacques Chirac était un grand ami de Hariri, le Libanais, l'homme politique libanais qui est mort dans un attentat. Et tout laissait à croire d'emblée, mais tout laisse à croire de plus en plus que les Syriens étaient responsables. Donc Jacques Chirac tenait comme responsable le gouvernement syrien de cet attentat. C'est pourquoi il commence cette phrase de manière aussi virulente. Ensuite, c'est le président Sarkozy donc, qui, en 2007, vient. Et là, vous avez un cahier des charges en 4 points qui vous est donné, et en particulier ce que Jacques Chirac préjugeait, c'est-à-dire de renouer des relations avec Damas. Pouvez-vous nous dire comment les choses se sont passées et quels étaient ces points prioritaires sur lesquels vous deviez intervenir? Alors, merci à tous d'être là dans ce climat difficile et avec ces embouteillages épouvantables. Merci beaucoup de m'interroger. Peut-être, je dirais que la citation du président Chirac est exacte, mais elle est un peu incomplète. Parce qu'il a utilisé l'adjectif que j'ai entendu par la suite pendant des semaines, rabâché à longueur de semaines, qui est qui est l'adjectif incontournable. Vous m'entendez maintenant? Et donc Chirac m'a dit, c'est un régime d'assassins et tortionnaires, mais il faudra quand même se rabibocher avec eux parce qu'ils sont incontournables dans la région. Et donc votre mission, c'est de commencer à renouer les fils pour le jour où. Et après cet entretien qui m'avait un peu surpris, parce que chacun connaissait la très grande animosité que vouait le président Chirac au régime syrien, et par ailleurs le choc qui avait été pour lui l'assassinat de son ami Hariri. Donc je suis allé voir le conseiller Proche-Orient de Chirac, Dominique Bauchet, et je lui ai rapporté ses propos. Et Bauchet m'a dit, oui, c'est vrai, mais sans doute pas sous le mandat du président Chirac. Ça se fera après. Et donc, il m'avait donné ce précieux conseil, profite des 6 mois qui viennent
pour établir le maximum de contacts et avoir un réseau de sorte que, quel que soit le successeur de Chirac, lorsque le retour de Balancier viendra, tu sois en mesure de bien orienter les choses. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tant que Chirac a été à l'Élysée, la relation n'a pas changé. Et donc, pour un ambassadeur, c'est idéal parce qu'on n'avait pas des ministres dans les pattes toutes les semaines, il n'y avait pas de visite de hauts fonctionnaires. Et j'ai eu le temps de sillonner le pays dans ses coins les plus reculés et de prendre d'innombrables thés ou cafés avec les gens qui comptaient à Damas et aussi dans les autres grandes villes et parfois dans des villages reculés. Et vous savez comment ça se passe, c'est pas le premier café qui compte, ni même le deuxième, c'est le troisième où là on commence à avoir de vraies conversations. Donc à titre personnel, j'ai tiré un très grand bénéfice de ce refroidissement, de ce gel des relations entre Paris et Damas. Et puis est arrivé Nicolas Sarkozy, et là j'ai pu vivre en direct un grand classique de la diplomatie qui est un renversement de politique. Alors, on ne s'est pas jeté au cou des Syriens. On a commencé de façon progressive par quelques signaux que d'ailleurs ils se sont empressés de ne pas comprendre ou de ne pas saisir. Puis on a envoyé un émissaire qui était Jean-Claude Cousseran. Et puis ça ne donnait rien. Et si vous voulez, à la rentrée 2007, il n'y avait aucun progrès dans les relations bilatérales. Et là, à nouveau, c'est un autre tropisme typiquement français. Nous étions très préoccupés de ce qui se passait au Liban. Et donc, c'est là que le fameux adjectif incontournable prenait tout son relief. Chacun pensait à Paris que si on voulait aider à une stabilisation au Liban, il fallait d'une manière ou d'une autre renouer avec Assad. Et ça a été l'envoi de Guéant et de Lévite. Les négociations qui ont été menées à ce moment-là, donc à la fin 2007, ont échoué. Il faut s'en souvenir. Nous ne sommes parvenus à rien, nous n'avons rien obtenu des Syriens. Et Sarkozy a rompu à son tour la relation bilatérale politique avec Damas. Et donc c'était, si je puis dire, un deuxième renversement politique. Et puis au mois de mai 2008, les Syriens ont signé l'accord de Doha qui réglait au moins provisoirement la crise libanaise. Et à ce moment-là, je dois dire que, je dois le confesser, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, à partir du moment où ils se comportent comme on voulait qu'ils se comportent, au fond, effectivement, c'est le moment de renouer. C'est là que sont intervenus les 4 points que vous mentionnez. Lors de la rencontre à l'Élysée du 12 juillet 2008, Assad et Sarkozy sont tombés d'accord sur une feuille de route qui était premièrement l'établissement plutôt de relations diplomatiques entre la Syrie et le Liban, parce qu'il n'y en avait jamais eu. Deuxièmement, la poursuite des contacts indirects entre Israël et la Syrie, qui avait commencé quelques mois plus tôt, et où nous, Français, nous espérions jouer un rôle. Troisièmement, quelques gestes en faveur des droits de l'homme, sans beaucoup d'exigences, mais enfin, on avait besoin de quelque chose quand même. Et le 4e point qui avait été ajouté par Nicolas Sarkozy lui-même, c'était que les Syriens essaient d'obtenir quelque chose de l'Iran pour la grande négociation nucléaire qui avait commencé entre les puissances dotées de l'arme nucléaire et l'Allemagne d'un côté et l'Iran de l'autre. On était passé, par rapport à la période Chirac, on était passé réellement à des ambitions
beaucoup plus grande, puisque précédemment, à Damas, l'ambassade française se contentait d'avoir un profil bas sur les questions, préoccupé sur les questions culturelles et économiques essentiellement. Les questions politiques sont apparues, comme vous les décrivez, au moment où Sarkozy est devenu président de la République, et il y a eu ce renversement, comme vous le dites, de position. On est bien d'accord sur cet écart très important. Ce qui me semble intéressant, parmi plein d'autres choses que vous avez écrites, c'est que vous avez une très bonne connaissance des fameux 3 cercles qui dirigent le pays, qui ont subi des fluctuations certainement après 2011 dues à la guerre. En particulier, le rôle de l'armée n'est plus, semble-t-il, le même que lorsque vous avez pris vos fonctions. Mais en tous les cas, je crois qu'il faut que vous nous expliquiez bien comment fonctionne le régime de Damas quand vous arrivez et comment il s'est perpétué, puisque vous décrivez 3 cercles, mais vous décrivez aussi quelque chose qui est la jonction de ces 3 cercles, qui est particulièrement obscure. Pour la Turquie, on parlerait d'État profond, hein, c'est quelque chose comme ça, où là, les hommes de pouvoir se rejoignent réellement, indépendamment des cercles auxquels ils appartiennent. Donc, le premier cercle, c'est le cercle de famille. Oui, c'est-à-dire que tous les Syriens, une fois que j'ai été vraiment introduit, que les gens me parlaient un peu vraiment, disaient que les seuls qui prenaient des grandes décisions, des décisions stratégiques, c'était le président, son frère, son beau-frère, sa mère, un peu les femmes de la famille, donc Bouchra notamment, la sœur, et puis pour le business, les cousins, qui étaient la branche affairiste de la famille. Mais le Premier ministre, les Affaires étrangères, le vice-Premier ministre, les chefs de renseignement que j'ai pu croiser étaient fiers de leur pouvoir, etc. Mais disaient toujours, nous ne sommes pas du premier cercle, c'est clair. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que autour du pouvoir familial, il y avait ce deuxième cercle des mourabarats, des services que nous appelons en français renseignements, mais qui sont restés en réalité des services, des polices politiques, des Gestapo, et les affairistes. Et ça m'a frappé parce que, de ce point de vue, il y avait eu une sorte de modernisation du pouvoir. Et mes prédécesseurs, à la fin des années 90, M. Grenier, par exemple, que j'avais interviewé, pour lui, ses interlocuteurs naturels, c'était les militaires et c'était le parti basse. Quand la France négociait un grand contrat pour l'aéroport de Damas, on allait voir des militaires. C'était un général qui était en charge de ça. Et il fallait passer par le premier secrétaire du parti. Lorsque j'étais moi-même en poste, le parti basse n'était plus que l'ombre de lui-même, et les militaires étaient certainement importants, mais ils n'étaient plus sur le devant de la scène. Et donc, quand on avait des affaires à traiter, c'était avec les responsables du renseignement, et c'était avec les affairistes liés à la famille. C'est une remarque importante parce que dans le débat qu'on a connu après le soulèvement, souvent les discussions qui avaient lieu notamment avec les Américains, mais aussi entre Européens, partaient sur des bases qui ne tenaient pas compte de ce régime tel qu'il était devenu. Par exemple, on disait très gravement, il ne faut pas renouveler l'erreur qu'on a commise en Irak et démanteler le parti basse. En réalité, ça n'a rien à voir, puisque le parti basse syrien ne jouait pas du tout, en tous les cas ne joue plus actuellement, le rôle que jouait le basse irakien. De même, on parle de reconstruction, choses comme ça, qui n'ont tout simplement
pas d'existence dans l'imagination des dirigeants syriens qui ne connaissent que le business à leur propre profit, mais qui n'ont pas de politique économique proprement dit. Donc, au-delà du diagnostic pour le passé, il y a des éléments utiles pour l'avenir dans ce que j'essaie de décrire. Puis le troisième cercle, c'est justement ce que j'ai appelé les grands employés, parce qu'il y avait quand même des chefs d'administration, des ministres, etc. D'ailleurs, souvent de très grande qualité. Il y avait des militaires, bien sûr. Mais ceux-ci n'étaient jamais déterminants dans la décision. Ce qui débouchait sur un premier problème qui était le gouvernement des ombres. Car chacun savait à Damas que les décisions n'étaient jamais prises par ceux qui étaient sur le haut des organigrammes. Oui, qui étaient en charge en théorie. On savait très bien que c'était toujours quelqu'un derrière le décideur officiel qui était le vrai décideur, tout ça remontant à Bachar lui-même. C'était un système extraordinairement, je crois que ça l'est toujours, extraordinairement personnalisé, fondé sur un réseau d'allégeance personnelle, donc effectivement de népotisme, de coercition, de corruption, etc. Et l'avantage d'écrire des livres, c'est qu'on couche ses souvenirs, mais avec le recul, on peut aussi les tamiser et essayer de les revisiter, d'en tirer d'autres conclusions qui ne sont pas forcément celles qui vous avaient frappé sur le moment. Je voudrais quand même qu'on revienne juste une seconde sur l'armée, parce que vous écrivez quelque chose qui, à mon sens, va prendre toute sa dimension après 2011. C'est que vous dites que l'armée syrienne, telle que vous aviez pu la voir, était plus une armée susceptible de faire de la répression intérieure que de s'opposer à l'invasion des forces extérieures. Et effectivement, on a pu se rendre compte que lorsqu'il y a eu Daesh, cette pression très forte de gens déterminés, bien armés, entraînés, l'armée syrienne n'a pas été à la hauteur du tout. Par contre, pour ce qui était de la répression, je crois qu'elle a fait son travail. C'est-à-dire, là, mon témoignage n'est pas original, hein, c'est quelque chose qui était assez bien connu, c'est que le gros des troupes, c'était les bataillons, les divisions sunnites, dont le régime se méfiait, et qui étaient donc sous-équipées et sous-entraînées. Il suffisait d'aller se promener vers le Golan ou vers la frontière avec l'Irak, et on voyait des guérites avec des soldats dépenaillés, avec un vague fusil. On voyait bien que ce n'était pas une armée capable de défendre le pays. Par contre, il y avait quelques unités d'élite, hein, le fameux la 5e division et d'autres corps d'élite qui, elles, étaient à Damas, solidement encadrées par des alaouites et armées jusqu'aux dents. Et c'est celles-là qui ont été engagées contre les insurgés, parce que c'était une garde prétorienne destinée à protéger le régime. Et je dois dire, pour être tout à fait complet, qu'il y avait une troisième armée qui était les armes techniques, y compris les armes de destruction massive, le chimique et autres, et qui était destinée à établir une sorte de dissuasion avec Israël. Donc l'armée, l'infanterie, l'artillerie, les armes classiques n'étaient absolument pas équipées pour se défendre contre l'ennemi extérieur, mais par contre, il y avait la volonté d'avoir une sorte de parité stratégique en termes d'armes de destruction massive. Vous avez évoqué la suspicion à propos d'une armée sunnite.
d'un régime alaouite. Les alaouites en Syrie représentent 10-12% à peu près de la population. Avant le drame, avec toute l'émigration, tous les gens qui se sont exilés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur en Syrie. La Syrie, c'était un peu moins de 19 millions d'habitants, et donc les alaouites représentaient un peu moins de 2 millions d'habitants. Ce qui est intéressant, sur lequel je crois il serait bien que vous nous donniez des précisions, c'est comment se fait-il qu'un groupe aussi minoritaire a pu prendre le pouvoir dans un État comme la Syrie, sachant que, on ne va pas entrer, si vous voulez, dans la théologie alaouite, qui est un syncrétisme, voilà, mais simplement, ces gens étaient dans les montagnes, ils étaient pauvres, et c'est la présence française qui leur a donné de l'importance, mais de là à pouvoir être maître du destin d'un pays, il y a eu certainement des phases qu'il faudrait nous préciser. Les Alaouites étaient effectivement des montagnards méprisés, à peu près généralement illettrés. Et pour eux, le mandat français a été une fenêtre d'opportunité unique. D'ailleurs, ils le disaient. Mandat français tout de suite après la Première Guerre mondiale. Voilà, à partir de 1920. Parce que nous avons, comme nous faisons partout, ouvert des écoles, recruté des sous-officiers, etc. Et les Alaouites se sont engouffrés dans tout cela. Ce qui fait qu'à l'indépendance, en 1945, ils formaient les cadres de l'armée. Et comme c'était l'époque des coups d'État, ils n'ont pas darté, évidemment, à mettre la main d'abord sur le parti basse, où ils ont formé un comité militaire, puis de coup d'État en coup d'État sur le gouvernement syrien. Mais tout ça n'a été possible que si c'est replacé dans un contexte précis, et là qui est vraiment culturaliste, c'est un cas d'école, si je puis dire, où la grille culturelle fonctionne, c'est que les sunnites, eux, n'étaient pas intéressés par la carrière des armes, ou peu intéressés par la carrière des armes. Car et au fond, n'étaient pas portés sur la politique. La Syrie, c'est un pays où vous avez une élite urbaine extrêmement sophistiquée et qui, au fond, pratiquait déjà le commerce international quand nous étions encore dans nos forêts. À Alep, il y avait une tradition qui remontait à la haute antiquité. Et donc, on rencontrait beaucoup de docteurs, d'avocats, d'hommes d'affaires qui avaient été formés dans les universités occidentales, d'ingénieurs aussi, parfois formés en Russie. Mais ces gens-là, pour eux, leur univers, c'était le commerce et la mosquée. C'est-à-dire, la vraie réussite, c'était de réussir dans les affaires et de pratiquer la religion, la charité religieuse. C'est ça le test du succès. Et au fond, ils avaient été habitués dans ce pays à être gouvernés par des étrangers. Ça avait été les Mamelouks, ça avait été les Ottomans, les Français, et ils ont vu les Alaouites, même s'ils étaient nominativement syriens, comme une nouvelle version de ce pouvoir venu de l'extérieur, sans que ce soit dramatique, puisqu'au fond, c'est pas ça le vrai centre de la vie. Donc, c'est ce phénomène culturel qui est à la base de la capacité qu'ont eu les Alaouites de diriger le pays. J'ajouterai un autre élément, c'est que les Alaouites, comme les chrétiens, les Druzes et les Kurdes,
ce sont des vrais asabiyas, c'est-à-dire des vraies communautés extrêmement soudées, avec une solidarité très profonde, si vous voulez, où chacun se bat pour les autres. Les sunnites, ce n'était pas le cas, d'abord parce qu'ils étaient majoritaires, donc ils n'avaient pas ce sentiment de menace existentielle sur leur communauté. Ensuite, parce que Alep, Damas, c'était deux mondes culturels différents. Et aussi parce que sociologiquement, entre le grand bourgeois des villes et le paysan, a fortiori le berbère, c'était aussi d'autres mondes différents. Et donc la sociologie politique et humaine de la Syrie, c'était vraiment une mosaïque qui n'est pas seulement une mosaïque de religion, mais une mosaïque d'identité culturelle, géographique, confessionnelle, politique, sociale, très variée, si vous voulez. Et tout cela a contribué au fait qu'une minorité a pu, aussi par des méthodes évidemment de terreur, mais enfin qu'on a trouvé dans d'autres pays, bien sûr, capter le pouvoir politique pendant si longtemps dans ce pays. Une minorité qui n'était pas reconnue comme musulmane pendant longtemps, et donc ce qui a posé un problème, puisque le chef d'État de la Syrie doit être un musulman, et ça s'est réglé par une fatwa. Par un imam chiite. Voilà. Donc les Alaouites sont devenus des musulmans vaguement chiites. Voilà, et ils ont été rattachés au chiisme à ce moment-là. Vous n'étiez plus en poste au moment de l'insurrection et des manifestations en 2011. Mais j'imagine que, en tant qu'observateur attentif, vous savez beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. Et en particulier, vous expliquez qu'il y a eu un jeu subtil et pervers, on va dire, de la part du gouvernement syrien, en particulier du président, qui était, Al-Assad, qui était de libérer des prisonniers djihadistes, de les laisser aller dans la nature, de faire en sorte que ce qui était à l'origine des manifestations pacifistes se transforme très vite par la répression extrêmement brutale du régime, se transforme en guerre civile, et de jouer la carte que bien souvent les dictateurs jouent, ou à peu près tout le temps d'ailleurs, qui est moi ou le chaos. Voilà, alors là, à partir de 2009 à 2011, je me suis occupé de tout à fait autre chose, bien sûr. Mais à partir de 2011, bien qu'exerçant d'autres fonctions, les Syriens ont recommencé à venir me voir, bien sûr. Et à partir du moment où j'étais à la retraite, 2015, j'ai été invité dans beaucoup de rencontres dans des groupes qui essaient de maintenir un lien entre les uns et les autres. Et donc, je suis redevenu, si vous voulez, entre guillemets, expert de la Syrie. Donc, j'ai pu suivre, douloureusement, bien sûr, le déroulement du conflit. Je n'ai pas de désaccords fondamentaux avec ce qu'on en dit en général. Ce qui, peut-être, dans mon récit est un peu une valeur ajoutée, c'est que, par exemple, je pense qu'un moment très important a été en 2012 celui où le régime a systématiquement tué, au sens propre ou au sens figuré, l'élément urbain, jeune, éduqué, connecté de la rébellion. Parce que là, c'était un petit peu la tête pensante de la rébellion qui a été coupée, ce qui interdisait toute possibilité d'évolution par un compromis. Et
au même moment, des officiers sunnites ont fait défection en masse et ont organisé l'armement de l'opposition. Et donc, l'opposition a pris cette tournure violente, ce qu'on a appelé la militarisation de la révolte, qui évidemment a fait le jeu d'Assad, puisque lui, dans le même temps, libérait effectivement des acteurs islamistes et procédait là où il pouvait, le plus possible, à des massacres, avec le double objectif de terroriser l'opposition, donc d'avoir un effet dissuasif. Et le second objectif, c'était aussi de créer le maximum de solidarité au sein de sa communauté, puisque si tout le monde a du sang sur les mains, c'est la meilleure garantie que personne ne lâchera le chef. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vu l'essor du conflit syrien. Là-dessus s'est greffé ce que j'appelle la guerre civile globalisée, c'est-à-dire le jeu d'intervention et de non-intervention des puissances extérieures. Les Iraniens ont soutenu très vite le régime, les Russes aussi, mais d'abord de manière indirecte. Les Iraniens ont envoyé très vite des conseillers, et surtout les Hezbollah est très vite intervenu. Et au début 2013, il y a eu la bataille d'Al-Qousser, où pour la première fois, le Hezbollah s'est ouvertement substitué à l'armée de Bachar, qui entre-temps s'était évanouie. Et là, les groupes armés, la rébellion, a commencé à prendre conscience que c'était un conflit sunnite-chiite. Et les islamistes, qui jusqu'ici étaient une tendance parmi d'autres dans la rébellion, mais qui n'avaient pas un poids particulier, ont commencé à trouver un écho grandissant. Et le recul d'Obama fin août, début septembre, ne prend toute son importance que quand on comprend que ça a amplifié ce début de confessionnalisation du conflit. Les rebelles pro-occidentaux, qui jusqu'ici attendaient, comme en Libye, une intervention occidentale, ont compris qu'ils ne pouvaient rien attendre de l'Occident, et par conséquent ont prêté une oreille de plus en plus attentive aux islamistes et bientôt aux djihadistes. Et cette époque, en 2013, les journalistes et les chercheurs qui allaient en Syrie revenaient après chaque voyage en expliquant que les barbes poussaient, quoi. C'était la manière dont se manifestait ce changement d'âme de la rébellion. Et là, bien sûr, les circuits de ressources et d'acquisition d'armes se sont principalement orientés vers les pays du Golfe. Et l'armée syrienne libre s'est fait absorber par le djihadisme, peu à peu. Vous venez de parler de la France, mais il y a de l'Iran aussi. D'autres puissances sont intervenues en Syrie d'une manière ou d'une autre. Et quelle est votre analyse sur les jeux qui sont en cours encore actuellement entre les grandes puissances et puis les puissances régionales, on dirait l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, les grandes puissances étant évidemment les États-Unis et dans une moindre mesure, mais quand même jouant un rôle tout à fait déterminant, c'est la Russie. Alors je peux faire une petite checklist avec une phrase sur chacune, si vous voulez. Et les plus motivés sont les Iraniens, puisque pour eux, c'est vraiment, depuis que je suis allé plusieurs fois à Téhéran, c'est clair que pour eux, c'est le bijou de la couronne de la République islamique, quoi. Ce que le régime de la République islamique a apporté à la nation iranienne, c'est de réaliser ce rêve d'accès à la Méditerranée. Ça, c'est clair. Et de même qu'il est clair dans leur esprit que leur seul point d'entrée dans ce pays, c'est la famille Assad.
Ils savent très bien, ils sont sans illusion sur l'animosité que leur voue la masse de la population iranienne. Donc l'Iran, grande victoire stratégique de la République islamique. Deuxièmement, la Russie, objectif plus limité, garder des bases, sauver Assad pour montrer à l'Occident que la politique de régime change était mise en échec et qu'eux étaient capables de défendre leurs amis, contrairement aux Américains. Mais aussi un effet d'aubaine, c'est-à-dire je crois que quand Poutine intervient en 2015, il ne se doutait pas que ça allait autant lui rapporter sur le plan politique et diplomatique. Troisièmement, l'Arabie saoudite et les Émiratis, contrairement à ce qu'on lit souvent, n'ont pas exploité immédiatement les troubles en Syrie pour déstabiliser Assad et nuire à l'Iran. Dans un premier temps, les premiers mois, ils ont été plutôt prudents, parce qu'ils avaient peur de la contagion des révoltes du printemps arabe. Mais effectivement, à partir de l'été 2011, ils ont commencé à prendre parti contre le régime et ensuite à armer des groupes d'opposition. Je crois que c'est tout à fait incontestable. Par contre, à partir de 2016, 17, 18, ils se sont un peu désintéressés du jeu. Et au fond, aujourd'hui, l'Arabie saoudite n'est plus un facteur déterminant et les Émiratis sont tentés de renouer avec Assad. Ils ont réouvert leur ambassade à Damas. Je pense que quatrième client, si je puis dire, la Turquie. Les Turcs ont d'abord perçu ce qui se passait en Syrie comme un nouvel échec de leur grand rêve d'instauration de l'islam politique dans la région. Ils avaient beaucoup espéré dans l'Égypte, avec les frères musulmans. Ils voyaient dans la Syrie l'occasion aussi de glisser leur modèle. Tout ça s'est effondré et même c'est devenu plus grave puisque, à l'occasion du conflit syrien, les Kurdes ont pris une autonomie puis une importance vitale. Et comme je le raconte dans ce livre, la bataille de Kobané a complètement modifié les imaginaires de part et d'autre. Et maintenant, ils ont cette ligne de force principale qui est d'essayer de réduire le plus possible les Kurdes de Syrie, avec, je le crains d'ailleurs, une certaine complicité entre eux, entre le cas leur service, les Iraniens et les Syriens. Maintenant, autre client, les États-Unis. Les États-Unis, quand on écrit, on repense aux choses, on fait les bilans, et vous verrez dans ce livre, c'est quand même frappant qu'à chaque fois que l'occasion a été donnée à Washington de donner un coup de pouce qui aurait pu conduire à l'effondrement du régime syrien, ils ont plutôt donné un coup de pouce dans le sens inverse. Et vous évoquez ça sur la frilosité. Vous dites que la frilosité d'Obama pouvait être mise sur le compte des négociations avec l'Iran sur le nucléaire. Voilà, moi je ne me prononce pas là-dessus parce que dans ce livre je ne parle que de ce que j'ai vu de mes yeux, si vous voulez, mais c'est vrai que beaucoup de gens à Washington pensent ça. Les collaborateurs d'Obama répondent, par exemple, c'est le cas de Rob Malley, il n'en a jamais été question dans les réunions de discussion autour du président. Mais bon, on sait comment ça se passe. C'est pas parce que le président, dans une réunion formelle où il y a des hauts fonctionnaires, ne dit pas forcément le fond de sa pensée.
Je crois qu'effectivement, l'une des motivations d'Obama, c'est qu'il privilégiait la possibilité d'un accord avec l'Iran. Puis il y a aussi des motivations plus simples, c'est que tout simplement il avait été élu pour éviter tout nouveau conflit, tout réengagement militaire. Ça lui était extrêmement difficile d'envisager un tel réengagement. Puis il y a cette idée plus profonde qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pour les États-Unis, la Syrie n'a jamais existé en tant qu'objet charnel, si vous voulez. En France, il y a quand même des gens qui ont été en Syrie, il y a une tradition. Notre musée du Louvre regorge de trésors extraits de la Syrie. Il y a des fonctionnaires qui en ont parlé, il y a des explorateurs, etc. Et aux États-Unis, leur œil est braqué sur l'Irak. Leurs services de renseignement sont orientés sur l'Irak. Et donc, pour eux, la Syrie, c'est quelque chose d'un peu immatériel quand, par hasard, ça entre dans leur champ de radar. Puis, il y a une dernière puissance qu'il faut mentionner, c'est évidemment Israël. Et là, les Israéliens, je dois dire, restent pour moi un peu un mystère. Évidemment, j'ai parfois des discussions avec des anciens officiels israéliens, parce que c'est ce côté merveilleux d'Israël, c'est qu'il y a une sorte d'académie de la géopolitique constituée d'anciens chefs du Mossad, d'anciens directeurs politiques ministère des Affaires étrangères, qui vous expliquent la vie et le Proche-Orient. Mais au fond, ils ont pensé que c'était préférable de ne pas s'en mêler, et que puisque c'était le chaos, c'était pas mal, et que le principal, c'est que leurs frontières continuaient à être préservées, et que pour ça, Assad, comme son père, c'était le client traditionnel, quoi. C'était le bon élève de la préservation de la stabilité des frontières, qui n'avait pas de raison de se retourner contre Assad. Et maintenant, ils se trouvent dans une situation où ils ont l'Iran installé dans le pays voisin. Et ils ont la Russie comme protecteur de l'Iran et aussi seul contrôleur possible de l'Iran. Ils ont la perception que les Américains sont loin et de toute façon ne vont pas rester, même si pour l'instant, dans le nord-est, la tendance reste plutôt à rester, mais les Israéliens continuent à croire que Assad, comme le leur disent les Russes, est le meilleur protecteur possible contre l'Iran. Et là, dans mon livre, je démontre par la biographie d'Assad que c'est une illusion, puisque Assad, par rapport à son père, a au contraire accru la dépendance du régime par rapport aux Iraniens. Et depuis le conflit, il va de soi qu'il est encore plus dans la main des Iraniens et du Hezbollah. Cette conclusion, si je puis dire, de votre phrase, amène une question toute simple, c'est que vous évoquez dans le livre, bien sûr, c'est Assad est-il irremplaçable? Parce qu'en fait, elle est revenue tout au long de la guerre civile, du conflit, à chaque fois où, devant les exactions du régime, devant la façon dont Assad réglait les problèmes, si on peut dire, militaires et comment il massacrait son propre peuple, cette question c'est, est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Les Russes ont été ceux qui, à ma connaissance, ceux qui ont toujours argué du fait qu'ils n'avaient pas un amour immodéré pour Assad, mais qu'ils ne voyaient pas comment faire, et qu'ils mettaient tout le temps en avant les exemples de l'Irak, de la Libye, pour dire, à partir du moment où on retire le tyran, on n'est absolument pas garanti que ce qui est déjà un chaos ne le sera pas encore de façon exponentielle. Donc, votre point de vue à vous,
connaissant donc, nous ayant bien expliqué le fonctionnement, c'est-à-dire les fameux 3 cercles. Est-ce que Assad a fait le vide autour de lui, comme la plupart des autocrates, tyrans, etc. font, pour se protéger justement de toute succession, ou est-ce qu'il y a quelque part, alors vous avez évoqué la déliquescence ou même délitescence du parti Baas, donc on voit difficilement que ce serait dans le champ du politique, mais est-ce que peut-être dans le champ du militaire, il y aurait quelqu'un qui pourrait prétendre, si on l'aide beaucoup, prétendre à devenir le président futur d'une Syrie et évacuer ce personnage qui mérite bien sûr de figurer dans un tribunal international et d'être condamné pour toutes les horreurs qu'il a commises. Alors dans le livre, peut-être lâchement, je ne réponds pas à la question. J'expose plutôt les termes de la question, parce que c'est évidemment très, très difficile de se prononcer quand on est soi-même dans son fauteuil très loin du théâtre d'opération. Mais si vous voulez, il me semble, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, que s'il s'agissait de remplacer Assad par un pur démocrate instaurant un état de droit parfait en Syrie, évidemment non. Évidemment, ça, c'était pas réaliste. Et d'un autre côté, cette idée qui est celle notamment des services de renseignement dans le monde entier, qui a une clé de voûte, et que si on enlève le personnage qui représente la clé de voûte, les barons des services de renseignement vont entreprendre une guerre fratricide, j'ai du mal à y croire. Quand ils sont à 2 doigts de sombrer eux-mêmes, quand Damas était encerclé par toutes sortes de groupes rebelles, je vois mal le général Hassan entreprendre de se battre contre le général Mamlouk, etc. Donc je suis persuadé que, compte tenu de la gravité du moment, ils auraient trouvé un arrangement entre eux. D'ailleurs là, je cite des propos parce que c'est quand même un assez petit monde, hein, tout ça. Un des chefs de la rébellion continuait à avoir des discussions téléphoniques avec les généraux alaouites autour d'Assad. Et donc, au printemps 2015, là, quand ça allait très mal, les généraux disaient on a bien compris qu'il va falloir faire un compromis avec vous, et bon, s'il faut lâcher le boss, on le lâchera, bien sûr. Mais, disait-il, pour l'instant, Obama soutient toujours Assad. Et donc, cet ami de la rébellion retorquait, mais comment tu peux dire ça? Le président Obama déclare tous les jours que, on l'a encore dit la semaine dernière, Assad doit partir. Et les généraux alaouites disaient, oui, mais il dit ça, mais il n'a jamais tiré un seul coup de feu contre un seul de nos soldats. Et donc, pour eux, dans leur optique, c'est ça qui comptait. C'est quand même un monde d'une extrême duplicité, hein, comme chacun sait, et où les signaux, c'est le logos grec qui existe dans la Méditerranée, ils ont toujours eu le sentiment qu'ils n'avaient pas besoin de lâcher le boss, parce que les Occidentaux n'étaient pas vraiment, au fond d'eux-mêmes, demandeurs d'une chute du tyran. Et donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est votre fameuse comparaison avec la guerre civile espagnole que vous avancez, c'est-à-dire le fait que les Occidentaux auraient dû, et n'ayant pas fait, la situation s'est aggravée, et aujourd'hui on est dans une sorte d'impasse. Alors, il y a des points communs avec la guerre d'Espagne, bien sûr, le fait que les Occidentaux... Alors, dans la guerre d'Espagne, les Britanniques et les Français n'étaient pas intervenus du tout. Peut-être M. Cotte avait filé quelques avions Pierre Cotte et Jean Moulin en douce, mais enfin, ça a été quand même marginal.
Dans le cas de la Syrie, c'est pas tout à fait équivalent, puisqu'on a quand même soutenu des groupes rebelles. Mais on l'a fait avec une infinie prudence, parce qu'on avait peur que nos armes arrivent dans les mains des islamistes et se retournent contre nous. Et ce que j'indique dans ce livre, ce qui, je trouve, est quelque chose de très frappant quand on réfléchit avec du recul, c'est que précisément parce que on ne voulait pas favoriser les groupes islamistes, on avait peur de ça, on a été très prudent et on a laissé d'autres prendre le contrôle de l'opposition et on a fait le jeu finalement, non seulement des groupes islamistes, mais ultimement de Daesh. Donc c'est un cas d'école qui montre que le vrai problème, c'est pas d'intervenir ou pas. Le vrai problème, c'est pourquoi faire, quel est le calibrage de l'intervention. Je dois dire aussi, pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, que Assad n'est pas franco. Et qu'une grande différence, c'est que justement, une fois consolidé dans son pouvoir, Franco s'est replié sur l'Espagne éternelle et s'est bien gardé de se mettre du côté d'Hitler ou de Mussolini, qui l'avait pourtant porté au pouvoir, ou au contraire d'intervenir du côté des Occidentaux. Pendant des décennies, il est resté neutre. Ce ne sera pas le cas de Bachar al-Assad, parce que l'ADN de ce régime, c'est quand même de créer la déstabilisation autour de lui, ne serait-ce que pour montrer qu'il est utile, qu'il est incontournable, pour revenir au fameux adjectif de départ. Très bien. Et je pense que si vous voulez compléter, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. J'ai deux questions. Donc, la première, c'est lorsque vous avez dressé votre liste concernant le positionnement de la Russie, etc., vous n'avez pas parlé de l'Europe, et notamment de la France, par rapport à ça. La deuxième question est concernant un certain nombre de conflits dans ce que j'appelle les pays arabo-musulmans, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur commun, même s'il y a des contextes différents, il y a des motivations différentes? Est-ce que vous ne voyez pas un dénominateur commun dans le chaos qui est aujourd'hui vécu par les populations de ces pays-là? Merci beaucoup de ces questions. Alors, je vous encourage évidemment à lire ce livre, bien entendu. Mais je serai honnête avec vous, je parle peu de la France dans ce livre. D'abord parce que je ne veux pas régler des querelles intestines. Fallait-il fermer l'ambassade? Fallait-il armer ou pas l'opposition? Fallait-il intervenir ou pas? Fallait-il garder des contacts avec Assad? Au fond, maintenant tout ça est passé, donc j'avais pas trop envie de revenir sur tout ça, même si le portrait que je fais d'Assad et le bilan que je tire de l'expérience Sarkozy conduit implicitement à la conclusion que c'est pas quelqu'un avec qui on peut travailler, quoi. Donc, dès lors que c'est un criminel de guerre, se compromettre en rétablissant des contacts avec lui alors qu'on sait qu'aucun des épisodes précédents ça a été utile, ma réponse serait plutôt de déconseiller. Hein. Mais j'ai pas voulu revenir sur tout ça. La vraie leçon, c'est quand même à quel point, effectivement, l'Europe est impuissante. Et impuissante dès lors que l'une des superpuissances, en l'occurrence la Russie, décide de paralyser le Conseil de sécurité, si vous voulez. Et notre rôle ne peut s'exercer que s'il y a un minimum d'entente entre les membres permanents du Conseil de sécurité, et si aussi le débat est plus économique, culturel, politique que militaire. Et là, il faut quand même dire les choses très simplement. Le régime, l'Iran et la Russie ont choisi l'option militaire. Et ils n'ont vu dans les conversations de Genève
qu'une couverture pour amuser la galerie, pas pour trouver une solution. Et dès lors, nous, on se réfugiait dans le soutien au processus des Nations Unies, et je voyais, à vrai dire, avec tristesse, mes collègues au Quai d'Orsay, surtout les plus jeunes, qui consacraient des journées entières, des nuits parfois, à négocier des bouts de phrases sur des communiqués des Nations Unies. Tout cela était complètement vain, naturellement. Et je crois que c'est effrayant à dire, mais c'est l'administration Trump. Je ne dis pas Trump lui-même, bien sûr, mais c'est l'administration Trump qui a raison en aggravant les pressions sur le régime, en maintenant, j'espère qu'ils le feront, des forces dans le nord-est. Ils recréent un rapport de force dans lequel le soutien au régime devient plus coûteux pour les Russes. Je pense que les Iraniens sont prêts à payer n'importe quel prix, mais pas les Russes quand même. Et c'est à partir du moment où il y a un tel rapport de force que la négociation redevient impossible. Encore une fois, pas pour qu'on obtienne un régime démocrate, hein, mais pour qu'on obtienne un système quand même moins atroce pour la dignité de l'humanité. Sur votre question sur les différentes crises régionales, c'est clair qu'il y a un fond commun. D'abord, le monde arabe, je ne suis pas moi-même un spécialiste, mais parce que j'ai pu en observer, il y a quand même un bassin culturel. Donc, quelqu'un qui se suicide par le feu en Tunisie, son geste est imité en Égypte. Donc, il y a une communication quand même. Et dans ces différents pays qu'on appelle des printemps arabes, il y avait des traits communs très forts qu'on retrouvait en Syrie, notamment la disproportion de plus en plus visible, c'est le mot visible qui est importante, entre une élite s'enrichissant à fond et liée au pouvoir et une masse de gens pauvres. Et la corruption a toujours existé, les inégalités ont toujours existé, mais peut-être pas dans ces dimensions et certainement pas de manière aussi visible. Quand vous êtes un pauvre Égyptien ou un pauvre Tunisien ou pauvre Syrien, vous allez en ville et vous voyez la publicité. Et ça vous frappe, parce que vous voyez ces images d'un monde auquel vous pouvez à peine croire, et qui est le monde dans lequel vivent les dirigeants. Et c'est ça qui vous choque et qui vous incite à la révolte. Alors évidemment, la grande différence, c'est que la Tunisie et l'Égypte, ce sont presque des États-nations. Et donc, quand l'armée bascule dans un sens ou dans un autre, effectivement, ça a un effet immédiat, global. En Libye, très vite, les clivages tribaux et autres ont réapparu. Et en Syrie, les tensions sociales, politiques, économiques, se sont engouffrées dans les failles des clivages confessionnels. Donc voilà, en très gros résumé, comment j'aperçois les points communs et les éléments de différence, mais comme je le dis dans ce livre, à la fin des fins, le facteur le plus important, ça a été quand même l'asymétrie dans les interventions extérieures. Assad était ce qu'il est, son régime est ce qu'il est, mais c'est quand même les Russes, les Iraniens, les Américains, les Turcs, etc., qui ont fait la différence. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un tour de questions plutôt ? Oui, Gérard Lévy, Europe Écologie, commission trans et paix des armements. En Angleterre, il y a eu une commission d'enquête parlementaire très très sévère sur Tony Blair, sur la guerre en Irak. Il y a une commission parlementaire sur la guerre aussi en Syrie, en Libye. En France, à ma connaissance,
Rien, pas grand-chose. Donc, question, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un équivalent en France, faire un bilan exhaustif des responsabilités de la diplomatie française et du pouvoir français, donc, qui ont alimenté, on peut dire, plutôt la carte de la militarisation, plutôt que la carte prévention, résolution non violente des conflits, qui est quand même un des vecteurs forts, n'oublions pas, de l'OSCE à Helsinki. Comment se fait-il que la Russie et les pays de l'Est, qui étaient la menace majeure, en 89, grâce à Gorbatchev, de l'intérieur, il y a eu une révolte. Donc, il n'y a pas eu de militarisation, de guerre civile. Ça s'est passé comme ça. Et en Iran, il y a quand même la société civile s'est mobilisée. Hein, donc, il y a vraiment un terrain où la non-violence politique peut payer sans mort, on pourrait dire. Donc, cette carte-là, elle n'a pas été jouée par la France. On ne peut pas dire que Fabius a joué cette carte. Il y a un côté aventuriste et un peu désinvolte, parce qu'entre la guerre d'Irak et de la Libye aurait dû servir d'exemple. Ben non, on continue. Pourquoi faire mieux alors qu'on sait faire moins bien? Est-ce que vous êtes favorable à une enquête parlementaire équivalente de ce qui s'est passé en Angleterre? Ma réponse est non. Si vous voulez, ma réponse est non. Sur l'Irak, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ce n'est pas une enquête parlementaire, c'est l'enquête qui a été confiée à M. Butler, qui a duré pendant des années et des années, et qui n'est sortie que quand le gouvernement a décidé qu'on pouvait la faire sortir parce que les choses étaient suffisamment retombées. Et moi, j'ai suivi évidemment avec beaucoup d'attention l'enquête Butler, extraordinairement précise et bien faite, parce que j'étais à New York, j'avais suivi ça de près, je connaissais un certain nombre de hauts diplomates britanniques qui étaient mêlés à cette affaire, et je trouve que c'est un exemple de rapport remarquable, mais dans lequel on se fait plaisir à soi-même, et qui en réalité ne conduit pas à une vraie prise de conscience ou à des vraies corrections. Quant au rapport, cette fois-ci parlementaire, de la Chambre des Lords sur la Libye, c'est un exemple fascinant de travail bâclé, s'appuyant sur des sources de seconde main. Par exemple, ils expliquent que les Français ont pris la position qu'ils ont prise en raison de leurs intérêts pétroliers. La politique française a bien des défauts, elle est parfois motivée par des choses, comme vous l'avez dit, futiles, mais je peux vous assurer que dans l'affaire libyenne, ce n'est pas nos pétroliers qui ont dicté les décisions de Sarkozy. Bernard-Henri Lévy a eu beaucoup plus d'influence que Christophe de Margerie. Et donc, je ne suis pas certain que la voie parlementaire soit la meilleure. En revanche, je suis effectivement très partisan d'un débat. Je suis d'accord avec vous qu'on ne parle pas assez de ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rédigé ce livre. Je crois qu'il est très important de faire des retours d'expérience, de prendre avec le recul des affaires qui sont des affaires froides, comme on dit dans les séries criminelles, mais qui ont encore beaucoup à nous dire. Des cold cases, et au fond, là, oui, il faut en débattre. Et merci d'ailleurs de m'avoir invité, parce que je crois que c'est dans ce genre d'enceinte qu'on peut faire progresser les choses. Les journalistes en France sont moins mauvais qu'on ne le dit. Il y a une mode qui consiste à dénigrer les médias. Mais au fond, les grands journaux n'ont pas si mal suivi que ça l'affaire syrienne. C'est plus au niveau de la réflexion plus intellectuelle ou plus opérationnelle qui a besoin d'approfondir le débat.
Bonjour, merci pour cet événement sur un thème extrêmement important, parce qu'on ne peut pas faire de la fuite en avant sans regarder de temps en temps le passé. Bon, la France a un nombre immense de succès qu'on ne va pas inventorier, ni en politique, ni en questions religieuses, ni en droit familial, ni en technologie. Donc, mais il y a quand même eu 2 échecs indéniables. Il y a eu d'abord le Rwanda, 94, mais c'était avant la globalisation. C'est à ce moment-là, on n'est pas vraiment une stratégie francophone contre anglophone. Enfin, c'est vraiment du passé. Et puis la Syrie, entre 2011 et 2016. Il faut quand même essayer de comprendre. Vous évoquez les liens. Il y a un lien qui est quand même majeur, et sur ce sujet-là, qui est fondamental, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, là, c'est quand même la religion. La religion, par exemple, n'existe quasiment pas sur les problèmes de massacres au Mali, etc. Bon, là, il y a la pauvreté, ce que disait récemment l'imam de Bordeaux à propos de la RCA. Mais là, par contre, en Syrie, il y a vraiment la question religieuse, et les Russes l'ont vu. Les Grecs orthodoxes l'ont vu, alors que les catholiques et les protestants n'ont pas vu cette nécessité de faire le lien opérationnel, effectif, ce qu'a vu d'ailleurs Emmanuel Macron, alors que François Hollande ignorait, à dire vrai, bon, Parti socialiste, hein, je suis au Parti socialiste, ignorait complètement la dimension culturelle. Et la question, c'est, à un moment donné, il faut quand même bien comprendre que chacune des grandes 8 civilisations mondiales a besoin d'une capitale. Rome chez les catholiques, Genève chez les protestants, Athènes chez les grecs orthodoxes, Jérusalem chez les juifs, et chez les musulmans, c'est Damas. C'est Damas. On ne peut pas toucher à Damas pour les musulmans. Et imaginez, comme ça avait été fait au moment du G20 avec la France quasiment isolée, imaginez qu'on allait intervenir dans la capitale mondiale d'orthodoxie musulmane. Ça montrait quand même une inculture profonde. Et quand même, ça pose quand même 2 questions. Où en sommes-nous en professionnalisation des sciences politiques? Parce qu'il y a quand même 1500 licenciements d'assistants parlementaires à chaque alternance à l'Assemblée nationale. C'est une honte. Et la précarité et l'instabilité des financements des partis en France, c'est incroyable. Et où en sommes-nous sur le concordat, sur une politique d'éducation culturelle, morale? Il y a quand même un retard sur les sciences morales et politiques en France. Si on faisait comme ça dans les sciences techniques, je vous assure qu'il n'y aurait pas à s'inquiéter. Hein. Oui, bonjour et merci beaucoup de cet exposé très instructif. À propos de la position d'Obama et sur Assad, je crois qu'il y a à peu près 18 mois, le NPR, le réseau des stations de radio publiques américaines, a passé une interview d'un fonctionnaire du département d'État qui avait été envoyé à la cellule Syrie de la Maison-Blanche. Et ce fonctionnaire racontait qu'un matin, il entend à la radio que l'armée syrienne libre, c'était au début, venait de remporter une grande victoire et que la route de Damas était ouverte. Alors il est tout content, il se fonce dans sa voiture, il arrive au boulot en pensant tout le monde sabrer le champagne. Il voit au contraire tout le monde qui tire une tronche de 20 mètres et il ne comprend pas. On finit par lui expliquer que la doctrine d'Obama, c'est on ne touche pas à Assad tant qu'on n'est pas absolument sûr de qui va le remplacer. Et comme personne ne pouvait lui donner cette certitude, ça veut lui dire on ne touche pas à Assad, c'est tout. C'est ça. Ça explique tout le reste. Par ailleurs, j'ai une question pour la suite des événements. Est-ce qu'au fond, la Syrie, la Russie, qui est un peu maîtresse du jeu actuellement, est-ce qu'elle ne va pas ajouter la Syrie à la longue liste des conflits gelés qu'elle sait très bien fabriquer, je veux dire, Abkhazie, Ukraine Voilà. Écoutez, vous mettez le doigt sur un point capital. Il se trouve que j'ai donc passé 4 ans moi-même à Moscou à la fin des années 80. Et j'ai toujours gardé le contact et un intérêt avec les choses russes. Il y a des personnages comme Lavrov, leur actuel ministre des Affaires étrangères, que j'avais connu comme directeur au MID à la fin des années 80, que j'ai retrouvé à Moscou quand il était leur ambassadeur. Et maintenant, je le vois de temps en temps comme ministre. Donc, je ne prétends pas être un expert, mais je vois assez bien comment il raisonne. Et ce qui est clair pour moi, c'est que à Moscou, vous avez vraiment le vrai pouvoir et vous avez une élite cosmopolitisée, ou comment dit-on, cosmopolite. Et donc, vous avez les gens que nous, dans les think tanks, puisque maintenant j'appartiens à ce monde, nous nous retrouvons régulièrement,
on tire des plans sur la comète, voilà ce qu'on pourrait faire, tel accord politique, tel règlement, tel plan, etc. Puis bon, à la fin, après le dîner, nos amis russes nous disent, mais vous savez, chez nous, c'est que Poutine qui décide. Et il décide entouré de quelques militaires et quelques gens du renseignement. C'est ça leur système. Et je crois que M. Shoigu, le ministre de la Défense, et les chefs du renseignement russe ne raisonnent absolument pas en termes d'accord politique, de développement du pays, de retour des réfugiés, etc. Ça, c'est un univers qui a été créé par les diplomates pour amadouer les Occidentaux, pour entretenir la conversion avec les Occidentaux. Alors, il ne faut pas être complètement cynique. Vu depuis M. Poutine, si un jour ça marche et que ça permet de consolider ses acquis, notamment le régime Assad, évidemment, il sera prêt à ce genre de choses. Mais ce n'est pas ça qui l'empêche de dormir la nuit. Et comme vous l'indiquez, leur mode de résolution classique des conflits, c'est plutôt le conflit gelé. C'est-à-dire une situation qui est à peu près calmée, où il y a en général une division du pays, mais où le maintien d'une source de conflit résiduel leur permet de garder leur levier dans le théâtre en question. Et donc là, on peut penser, mais vous verrez, je n'en tire pas des conclusions optimistes, que sur ce point-là, l'Iran probablement souhaiterait davantage une situation plus consolidée, avec un pouvoir central vraiment maintenu. Mais au fond, pour Poutine, qu'il y ait une partie du territoire qui soit occupée par les Turcs, une autre par les Américains, du moment qu'il garde ses bases, qu'il peut contrôler à un niveau raisonnable l'échange de tirs entre les Israéliens et les Iraniens, je crois que ça lui convient relativement. Si je peux me permettre d'ajouter, je pense qu'effectivement, il y a deux éléments concernant les Russes importants. C'est le fait qu'ils ont maintenant deux bases en Syrie. Vous disiez tout à l'heure que le rêve iranien, c'était d'atteindre la Méditerranée. C'est aussi, depuis les tsars, le rêve des Russes d'accéder aux mers chaudes, comme ils disent. Ça, c'est acquis. Je pense que là-dessus, Poutine doit être très vigilant. Et d'autre part, la grande force aujourd'hui, vous parliez de Lavrov, la grande force aujourd'hui des Russes, c'est qu'ils parlent avec tout le monde. C'est-à-dire au sein du Moyen-Orient, ils n'ont réellement pas d'adversaires. Ils ne sont fâchés avec personne. Là, ils viennent de réussir à aller à Jérusalem, discuter à la fois avec les Israéliens et avec les Américains. Dans la position aujourd'hui où on regarde la leur, on pourrait s'étonner, parce qu'on pourrait dire, sur la Syrie, précisément, entre Américains et Russes, bon, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, et forcément des conflits larvés ou des relations tendues. Eh bien, ça ne les empêche absolument pas d'être en discussion. C'est une force. Alors évidemment, c'est la question de l'ambiguïté permanente de Poutine dans ces discussions tous azimuts. Et comme vous le savez, il y a une maxime qui dit qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc peut-être qu'il va faire durer l'ambiguïté très longtemps pour s'éviter effectivement des déboires à venir. Alors, la dernière fois que j'étais à Moscou, il y avait un dîner à l'ambassade avec ces experts formidables, parce qu'en plus, ils connaissent vraiment très bien la région, quoi. Ça les intéresse beaucoup. Ils ont des arabisans formidables, et donc on leur disait pour chanter leurs louanges qu'ils réussissaient fantastiquement, etc. Et l'un d'entre eux m'a dit « Oui, mais en même temps, c'est le seul dossier de politique étrangère sur lequel on est marqué des points. »
quand il s'agit de nos relations avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Asie, là, on a beaucoup moins de succès. Et en plus, ils ne payent plus les bases. C'est gratuit. Oui, je vous remercie pour votre intervention. J'aurais une remarque et une question. Déjà, je pense que quand on parle des interventions en Irak et en Libye, il faut quand même faire la différence avec la Syrie, puisque ça n'a rien à voir. En Irak, il n'y avait pas de guerre civile, quoi qu'on puisse penser du régime de Saddam Hussein. En Libye, il y a eu une intervention, la situation est terrible et elle est escalée, mais il y a quand même 10 fois moins de morts qu'en Syrie. Et en Syrie, il y a eu des interventions, mais les interventions qui ont créé des problèmes, c'est les interventions de la Russie et de l'Iran, qui ont maintenu le régime totalitaire de Assad au pouvoir, et en faisant énormément de morts. Il y a quand même 90% des morts civiles qui sont causées par le régime et ses alliés. En plus, il faut, je pense, souligner que les seuls moments où le régime a pu faire des concessions et a lâché du lest, c'était quand il était acculé, quand il y avait un rapport de force. Donc en 2005, après l'assassinat d'Hariri, et également en 2015, quand il a perdu la guerre militairement et que la Russie est venue le sauver. Il y avait des membres du régime qui cherchaient à négocier avec l'opposition parce qu'ils sentaient que la situation était désespérée avant l'intervention russe. Et sinon, donc une question. Vous avez évoqué Bouchra el-Assad, la grande sœur de Bachar el-Assad. Elle a quitté la Syrie en 2012, donc ça veut dire qu'elle est quand même moins liée au régime et moins liée aux exactions qu'une grande partie de sa famille. Quel était son rôle, quel était le rôle qu'elle avait avant la guerre et quel rôle pourrait-elle jouer maintenant si c'est possible? D'abord, sur votre remarque, monsieur, vous verrez que c'est exactement ma thèse, c'est-à-dire qu'on mélange tout, quoi. L'Afghanistan, c'était une réaction difficilement évitable. Il fallait bien que les Américains se défendent. Alors, est-ce qu'ils sont restés trop longtemps? Est-ce qu'ils en ont trop fait, etc. C'est la surréaction américaine qui peut-être a créé beaucoup de troubles, mais c'est difficile de leur reprocher d'être intervenu. L'Irak, c'était au contraire une guerre de choix, comme ils le disent eux-mêmes. Donc ça, ils auraient pu s'en dispenser, bien évidemment. Ne pas oublier, nous Français, qui nous targuons, qui sommes si fiers de nous être opposés à l'invasion américaine, qu'ensuite nous avons légitimé ex post en contribuant aux résolutions des Nations Unies qui organisaient la présence américaine en Irak. L'intervention au Mali, elle était quand même causée principalement par un réflexe humanitaire. C'est le sort de Tripoli. Alors peut-être que ça a été une erreur, que tout ce qu'on veut, bien sûr, mais c'est pas la même chose que les autres cas. Et par ailleurs, le vrai échec de la Libye, c'est pas l'intervention, c'est le service après-vente qui a été mal fait. Alors est-ce que ça pouvait mieux faire, etc. Je ne sais pas. Hein. Là, justement, ça fait partie des choses dont il serait utile de débattre de manière très, très précise, si vous voulez. Je dois dire que les Russes ont tiré de la Libye un profit politique vraiment excessif, parce que les Occidentaux ont peut-être mal appliqué la résolution des Nations Unies, peut-être qu'on n'a pas été complètement loyaux avec le mandat, etc. Mais enfin, à la fin des fins, quand on s'engage dans ce genre d'opération, c'est difficile de faire marche arrière. Et les Russes, qui sont une grande puissance, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, auraient pu le comprendre. Au contraire, ils ont exploité à fond cette difficulté des Occidentaux pour en tirer le maximum de blâme aux yeux des pays émergents. Et en Syrie, là, effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'intervention, mais je dis que notre intervention a été minimale par rapport, effectivement, à celle des puissances néo-autoritaires. On est passé de l'intervention de choix, la guerre de choix des néo-conservateurs en Irak, à la guerre de choix des néo-autoritaires en Syrie. Et comme vous le dites avec beaucoup d'à-propos, jusqu'à récemment, jusqu'à l'équipée d'Haftar, malgré tout, les dégâts humains n'ont aucune
aucune proportion entre la Libye et la Syrie. Et là, je le vois comme diplomate, et j'y reviens dans mon livre. Ce qui est fascinant, c'est les perceptions. Quand je vais à Téhéran et à Moscou, on me dit mais monsieur l'ambassadeur, ce que vous voulez instaurer en Syrie, c'est le chaos que vous avez instauré en Libye. Et je dirais, j'ai toujours envie de répondre, mais mon pauvre ami, s'il y avait en Syrie le chaos qu'il y a en Libye, combien ce serait préférable pour les malheureux Syriens? Il y aurait eu beaucoup moins de morts. Il vaut quand même beaucoup mieux être citoyen de Tripoli que citoyen d'Alep dans la situation. Mais voilà, c'est comme ça que notre monde est fait par un certain nombre de perceptions. Maintenant, votre question sur Bouchra, c'est une des choses aussi douloureuses et importantes sur la Syrie. Il serait utile, il serait bien, et c'est ce que je préconise moi-même, de soutenir la diaspora et de compter sur la diaspora. Parce que cette élite que j'ai évoquée, syrienne, urbaine, éduquée, etc., maintenant elle est beaucoup à l'étranger, bien sûr. Et donc il faut l'aider, il faut aider la partie libre de la société syrienne. Mais voyez-vous, il faut aussi être réaliste, ne pas se faire d'illusions. On n'est jamais complètement libre quand on est syrien. Parce que même si vous êtes à l'étranger, vous avez gardé des attaches familiales en Syrie. Et vous savez que vos cousins, vos oncles, vos lointains parents, parce que c'est évidemment un système de famille étendue, peuvent être à tout moment arrêtés, les biens confisqués, la torture, mordre votre famille. Et donc, il faut, encore une fois, soutenir la diaspora. Il ne faut pas en attendre plus que ce qu'elle peut faire de manière réaliste. Et je pense que Bouchra est contente d'être à Dubaï, mais elle se gardera de compromettre la vie de ses enfants, sa fortune personnelle, en prenant trop ouvertement position contre le régime. Est-ce qu'il faut ouvrir l'ambassade de Damas, comme dit Hubert Védrine? Et quand? Non, mais là, je peux répondre. Ma réponse tient en un mot, non. Non, et je trouve que je vais débattre avec Hubert Védrine jeudi en fin de journée. Vous savez, les diplomates savent tenir des positions pendant des décennies. Nous n'avons pas reconnu les États baltes à l'époque de l'URSS. Finalement, on a fini par avoir raison. Les Russes, actuellement, ne reconnaissent pas le Kosovo. Et donc, ce n'est pas une question de réalisme ou pas de réalisme. C'est que la reconnaissance, l'ambassade, ça fait partie de la touche des instruments de la relation diplomatique. Et donc, pour moi, non, rien ne justifie la réouverture de notre ambassade à Damas. Par contre, excusez-moi, mademoiselle, vous évoquez dans le livre une visite en France de la mère de Assad et de son épouse, Asma, et vous dites que pour la DST, à l'époque, la DST, les contacts, ils font très attention à ces deux personnalités, et que les contacts avec les services secrets syriens restent extrêmement importants, en particulier certainement pour avoir des informations sur le terrorisme, on peut le penser. Voilà, alors moi je ne m'élève pas au-dessus de ma condition de diplomate, et je ne critique pas les gens du renseignement. On ne peut pas se mettre à la place des gens qui ont la responsabilité de démanteler les filières terroristes, de soutenir tel ou tel groupe, etc. Et donc, loin de moi l'idée de dire qu'ils ont tort ou raison. Mon témoignage, c'est que, premièrement, les Syriens nous donnaient de temps en temps une filière quand ils en créaient 9 à côté. Donc il faut quand même être sans illusion sur ce type de coopération. Et puis deuxièmement, il faut hiérarchiser les choses. À un moment, je crois que la lutte contre l'islamisme, c'est capital, bien sûr. Je crois que le démantèlement des filières, c'est essentiel.
Mais il y a une hiérarchie des valeurs. Est-ce que pour autant ça justifie l'ouverture d'une ambassade et donc la relégitimisation de ce régime? Personnellement, je ne le crois pas, mais je reconnais là aussi que c'est un dilemme qu'il appartient au pouvoir politique de trancher. Bonjour. Justement, en parlant de reconnaissance, j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui des Kurdes qui ont joué quand même un rôle déterminant face à l'État islamique. Et donc, quelle est leur place aujourd'hui en Syrie, et notamment dans le Kurdistan syrien? Merci. Alors, merci de cette question, parce que effectivement, on n'a pas parlé jusqu'ici des Kurdes, et je rends hommage à la retenue de notre modérateur, qui probablement aurait aimé qu'on en parle plus. Alors, peut-être quelques mots sur ce que j'ai pu voir ou comprendre. D'abord, quand j'étais à Damas, les Kurdes, c'était la seule vraie menace interne que craignait le régime. Parce qu'ils étaient capables de mobiliser des foules dans les rues. Alors, pas tellement de Damas, même si c'est arrivé à Damas, mais surtout de Kamishli ou des grandes villes de la partie kurde du pays. Ensuite, parce que justement, ils avaient bien conscience de ce que ça représentait, au début du soulèvement, ils se sont bien gardés d'appliquer aux Kurdes le traitement répressif qu'ils ont appliqué aux autres. Et donc l'armée s'est retirée des grandes villes kurdes et ils ont évité autant que possible des conflits avec le PYD. Et d'ailleurs, quand à mon tour devenu retraité, j'ai pu parler au PYD, je me suis aperçu d'un effet de miroir. C'est que le leadership du PYD, alors un peu divisé, etc., mais enfin, finalement, la décision ultime, ça a aussi été de ménager le régime. Et donc, il y a eu une sorte de gestion par pacte de non-intervention réciproque entre les Kurdes et le régime du conflit syrien. D'ailleurs, il y a toujours une ligne Damas-Kamishli, et il y a toujours des bâtiments officiels du régime dans les zones tenues par le PYD. À partir de là, la question qui s'est posée à nos autorités, c'est face à Daesh, fallait-il ou non s'allier avec un groupe kurde, des groupes kurdes syriens, dont on savait que c'était une branche du PKK. Et là encore, moi je ne peux pas dire ce que j'aurais fait si j'avais été président de la République, si vous voulez. Si on élit si on porte au pouvoir des gens de manière démocratique, c'est justement pour qu'ils prennent pour nous ce type de décision. Comme expert, j'aurais plutôt conseillé une réponse négative. C'est-à-dire que c'était préférable, à mon sens, de prendre le temps de monter de toutes pièces des groupes sunnites, et qu'on ne nous raconte pas que ça n'existe, c'est pas possible, que les sunnites sont moins bons guerriers que les Kurdes. Ça, c'est des histoires de schémas néocoloniaux, si vous voulez. Et à Alep, l'armée syrienne libre a été capable de battre Daesh. Donc ils auraient pu être capables si on leur avait donné les moyens ailleurs. Mais c'est pas le choix qui a été fait. Et là, on retrouve un peu les tropismes culturels pour nos généraux. Les Kurdes, c'est une race guerrière. Comme en Inde, il y en a d'autres. Et donc, on a trouvé plus expédient d'utiliser le PYD. Je dois dire que je n'y aurais pas été favorable personnellement, mais une fois qu'on s'est embarqué dans cette politique, il ne faut pas les lâcher. Je pense que là, ce serait un désastreux message dans la région si, une fois de plus, on se dissociait de nos alliés locaux. En revanche, il faut avoir avec ces alliés locaux un dialogue qui soit un dialogue politique et qui ne se limite pas à leur refiler des armes, quoi. Et donc, si on pouvait orienter le PYD syrien dans le sens d'une syrianisation et donc d'un éloignement du PKK, ça devrait être ça notre vraie politique.
J'étais très rapide, hein, peut-être que vous êtes frustré, mais maintenant, il commence à se faire un peu tard. Je ne vais pas reprendre sur la question kurde, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Je ne partage pas complètement votre analyse ni vos conclusions. En tous les cas, ce qui est important à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, les FDS, c'est-à-dire les forces démocratiques kurdes, qui regroupent pas que les Kurdes d'ailleurs, hein, aussi des Arabes, ont libéré un tiers du territoire de la Syrie. Vous avez évoqué tout à l'heure Kobané. Je pense que lorsque l'on utilise la métaphore en disant Kobané a été la Stalingrad des Kurdes, ça veut dire que la guerre, à ce moment-là, a changé, l'espoir a changé de camp, c'est-à-dire que jusqu'à Kobané, il y avait un général américain qui disait on en a pour 30 ans avec Daesh. Un général américain, pas un débutant. À partir de Kobané, on a pu se rendre compte que ça allait aller heureusement beaucoup plus vite que ça. Les Kurdes ont payé extrêmement cher leur engagement contre Daesh. Je crois, et là je serais bien d'accord avec vous, peu importe si au départ nous divergeons, mais je crois qu'aujourd'hui, personne parmi la coalition, en particulier ceux qui ont aidé à la formation, donc les Américains et les Français, ne peuvent abandonner les Kurdes, parce qu'abandonner les Kurdes, c'est les laisser entre le marteau et l'enclume. On a vu ce qui s'est passé à Afrin avec la Turquie. C'est un massacre, hein, pour les Kurdes. Et de l'autre côté, Assad ne veut rien négocier. La seule chose qu'il veut, on peut l'admettre, c'est de retrouver un pouvoir sur l'ensemble de la Syrie. Mais en tous les cas, ce qu'il doit admettre aussi, c'est le rôle fondamental qu'ont joué les Kurdes. Et donc, ils ont des revendications qui ne sont pas l'indépendance, mais l'autonomie dans une fédération syrienne. Et donc, je crois que la France s'honorerait à les soutenir pour avancer dans ce processus politique. D'ailleurs, récemment, il y a eu une délégation officielle conduite par Marielle de Sarnez, que vous connaissez toutes, hein, qui est le bras droit, si on peut dire, de Bayrou, qui est allé au Kurdistan, ce qu'on appelle le Rojava, et des échos que j'en ai eus sont positifs. Les échos que j'en ai eus sont positifs. Il semblerait qu'effectivement l'Élysée, pour l'instant du moins, soit sur cette position. On n'abandonne pas, ni militairement, c'est-à-dire on ne rapatrie pas nos formateurs, je crois qu'ils sont un petit nombre, ils doivent être 200 militaires français là-bas, et on réfléchit comment, effectivement, on soutient le projet de société des Kurdes du Rojava. Voilà. Qu'est-ce que l'avenir réserve à la Syrie et à toutes ses composantes? Je crois que personne ici ne peut le savoir. Donc, merci beaucoup, Monsieur Duclos, merci l'ambassadeur, merci, Monsieur Madame. Bonne fin de journée. Merci à vous, merci à tous.